Donc, c'est un article qui va nous permettre de nous attarder sur les branquignoles qui nous ont gouvernés pendant des années. C'est plus que branquignoles, c'est traître en fait à la nation et que c'est incroyable tout ce qui a été décidé au niveau énergétique, au niveau nucléaire. On est dans une situation où normalement chaque personne qui entend ce qui se passe, qui devrait s'intéresser, enfin chaque personne devrait s'intéresser à ça, chaque personne qui entend tout ça devrait se rendre compte que depuis des années on nous ment, que tous ceux qui sont au pouvoir sont vraiment, alors, des traîtres, ils travaillent pour d'autres, et ils ne sont pas, enfin la France n'a aucun sens pour eux. Et donc je ne sais pas pourquoi, avec toutes ces informations qui tombent depuis quelques mois, où on voit vraiment la déliquescence de nos élites, entre guillemets, élites, hein, parce que c'est des gros guillemets là. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui se passe pour que les gens comprennent que il n'y a rien de vrai en fait, rien, enfin qu'on ne peut faire confiance à personne. C'est pas qu'il n'y a rien de vrai, mais c'est qu'on ne peut faire confiance à personne, et on ne peut certainement pas faire confiance à toutes les instances gouvernementales et même aux médias, parce que les médias ont participé en fait à cette catastrophe, bon, de destruction de la souveraineté française, de vente de plein de fleurons, parce qu'en plus derrière il y a eu tout ce qui s'est passé au niveau industriel. Mais là, c'est complètement fou en fait, au niveau de l'énergie, les informations qui sortent, mais c'est hallucinant et je ne comprends pas pourquoi ça ne fait pas, ça génère pas une révolte. Je ne comprends pas. Tout le monde s'en bat les couilles de la France en fait. Les gens, c'est pas grave, c'est pas grave. On a perdu toute notre souveraineté française, on a vendu nos dirigeants, ceux qu'on a élus, ceux que vous avez élus, les boomers, enfin ce que vous avez élus, ont vendu, ont arrêté la souveraineté énergétique pour des raisons qu'on ne comprend pas. Et donc voilà, donc je ne comprends pas pourquoi il ne se passe rien, pourquoi c'est normal. Là, il y a le Floch Prigent qui s'époumonne dans je sais pas quoi d'interview pour expliquer que c'est la catastrophe. Il se passe rien, et parce que le gouvernement ne réagit pas en plus, hein. Soi-disant, ils lancent des trucs nucléaires, mais ils peuvent pas parce qu'à cause des lois qu'ils ont déjà mis, le tarif européen, on reste dedans, enfin le marché européen et tout, enfin c'est complètement fou. Je parle de l'énergie après, bien sûr. Enfin, je ne comprends pas. C'est la catastrophe, et les gens s'en battent les couilles. Donc on va regarder dans le détail ce qui a été dit. Alors, commission, donc F de souche, commission sur le nucléaire, les bras m'en tombent quand on entend comment l'avenir énergétique de la France s'est décidé. Donc, même le très pondéré et calme Dominique Seux, journaliste à Les Échos, commence à s'indigner de la nullité des politiques en matière énergétique et particulièrement s'agissant de la filière nucléaire. Politique pas sérieux, dit-il. Alors, par exemple, là, même le pondéré et calme Dominique Seux, bah, c'est bien beau de s'énerver, sauf que ça fait 25 ans que c'est le cas, tu vois. Donc là, tu t'énerves, mais c'est en gros, tu as les infos. Mais vous êtes des médias, donc normalement, vous auriez pu aller les chercher, les infos. Voilà, donc bon, s'énerve, c'est bien. Et politiques qui peuvent peut-être parfois faire le jeu de la CGT ou autre, parce qu'ils, Voilà, c'est vous pour le dire dites, que ils sont pas sérieux sur le les nucléaire. politiques ne sont pas très sérieux sur le nucléaire parce qu'il y a une commission d'enquête qui se réunit depuis l'automne et qui vise à établir les raisons de la perte de souveraineté d'indépendance énergétique de la France. C'est une commission qui est présidée par un député, Raphaël Schellenberger. Je mentionne son nom parce que il est député du Haut-Rhin et notamment de Fessenheim. Ce n'est pas complètement par hasard, c'est un LR. Et le rapporteur Raphaël, là, qui est là à gauche, là, il est très bien d'ailleurs. et Antoine Armand, député Renaissance. Depuis l'automne, cette commission auditionne alors des anciens patrons d'EDF, Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy, des ministres, Elisabeth Borne, qui a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, et elle entendra le 16 mars, ça va venir assez vite, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Donc c'est Oh, ça va être stylé, putain. Putain, mais elle est vraiment ouf, cette commission. Ah, c'est complètement fou. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes ces auditions. Je sais que c'est long, mais c'est ultra intéressant, quoi. Moi, j'en ai vu au moins 6 ou 7 déjà, là, mais c'est vraiment génial, quoi. Tu vois, en fait, à quel point ils sont complètement à côté de la plaque, ceux qui ont gouverné, et tu vois comment les chefs d'entreprise, les directeurs, étaient complètement coincés. Ah, c'est fou. évidemment une commission qui est importante. L'objectif, c'est de comprendre la faillite du système. C'est quand même ce qui se passe, c'est incroyable ce qu'on a sous les yeux. On n'arrive plus à finir la construction de centrales nucléaires. On a changé de cap, la France, quand même assez régulièrement ces dernières années. On ne sait plus très bien où est le cap. Et EDF, qui était notre champion national, va très mal. La production nucléaire l'année dernière a été 279 TWh. C'est le plus bas depuis très très longtemps. Et on sait que, alors que la plupart des énergéticiens dans le monde gagnent de l'argent,
EDF a perdu quasiment 20 milliards alors qu'elle aurait dû gagner 20 milliards. Donc on est dans une situation un peu compliquée. Bon, tout ça on le sait. Mais les auditions qu'on a eues cette semaine, les auditions de cette commission ont été un peu stupéfiantes en réalité, parce qu'elles montrent ce qui s'est passé dans la décennie 2010 et notamment sous le quinquennat de François Hollande. Je vais vous montrer quelques extraits, je vais faire assez peu de commentaires à chaque fois. Audition d'Arnaud Montebourg. On va voir 3 extraits d'Arnaud Montebourg. Je rappelle que François Hollande... Donc il a dit qu'il y allait avoir l'audition de François Hollande. Ça va être complètement fou, ça. Oui, mais non. Oui, j'ai rien fait, c'est pas moi. En 2011, juste avant son élection, avait signé un accord électoral avec les Verts et la décision avait été prise de fermer 24 réacteurs nucléaires. La question... 24 sur 59. Voilà, sur 58 à l'époque. 58. Et voilà comment Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'économie de François Hollande et du redressement productif de 2012 à 2014, mais brouillé depuis avec François Hollande, c'est pour ça qu'il se lâche, voilà ce qu'il dit sur cet accord. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique, de manière à marquer les esprits, et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, vogue la galère. Voilà comment l'avenir énergétique de la France s'est passé à ce moment-là. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Mais c'est pas que ça, hein. Il y a Hollande, mais il y a même un peu Sarko, même pas mal. Ils vont expliquer, enfin je sais plus quand est-ce que c'est expliqué. Il y a Jospin en 97, le projet Astrid, le projet Phoenix, tous ces trucs-là, c'est complètement dingue. Et personne ne réagit. Pourquoi personne ne réagit, bordel? Et on sait, mais les bras tombent quand on l'attend. Deuxième extrait, Arnaud Montebourg. Mais comment appliquer un accord qui a été conclu comme ça? Arnaud Montebourg. D'abord, il y a eu la valse des ministres de l'Environnement et de l'Énergie. 4 ministres en 2 ans et demi. Deuxièmement, aucun d'entre eux ne réussissait à élaborer la loi de transition énergétique. Pour une raison simple, c'est que c'était impossible de la mettre en œuvre. Donc c'était vraiment impossible. Mais alors comment est-ce qu'on a fait puisque c'était impossible? Donc on a envie de savoir. Troisième extrait d'Arnaud Montebourg. On nous demandait de fermer les centrales à charbon, mais on savait que si on fermait des réacteurs nucléaires, il se passerait exactement ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont réouvert, ils ont fermé 11 centrales nucléaires, Madame Merkel, et ils en ont rouvert 10 centrales à charbon et au gaz en même temps. On savait que ce serait compliqué, donc on a cafouillé et on a mis la poussière sous le tapis et on a pris des décisions. C'est hallucinant, c'est hallucinant. On va écouter maintenant Ségolène Royal. Ségolène Royal... Donc... Mais franchement, quand vous entendez ça, sur l'énergie, donc le truc le plus important, le truc le plus basique, on va dire, enfin c'est le plus important, mais c'est le truc le plus basique pour des dirigeants d'État, puisque c'est vraiment le truc qui va permettre tout le reste en fait dans le pays. Comment vous raisonnez par rapport à tous les autres sujets en fait, n'importe quel autre sujet. En fait c'est ça moi qui se passe dans ma tête, qui est en train d'exploser, parce que c'est tous les sujets. Je sais pas moi, l'industrialisation, voilà, l'immigration, la sécurité, l'école, le médical, la santé, tout a été dirigé par des gens comme ça. Enfin, vraiment, et les médias, quoi. Les médias, je suis désolé, mais les médias, vous faites pas votre job, quoi. Donc, elle est ministre de l'Environnement de 2014 à 2017. Le président de la commission va lui demander, va lui rappeler une interview qu'elle avait donnée en 2011, où elle disait qu'il faudrait fermer le parc nucléaire de la France en 40 ans. Voilà sa réponse quand le président l'interroge sur cette déclaration antérieure. Je ne sais pas dans quelles conditions j'ai pu donner cette interview. Sortir du nucléaire en 40 ans, ça me paraît curieux. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions. Je ne me souvenais même pas d'avoir dit ça. Je ne me souviens pas. Bon, alors quand une ancienne ministre dit qu'elle ne l'a pas dit, on a envie de vérifier. Donc, on est allé vérifier. Voilà ce que Ségolène Royal, candidate à la primaire du PS, c'était en 2011, disait sur France Inter en 2011. On peut viser une échéance à 40 années pour sortir du nucléaire. Bon, j'ai presque envie de respecter 3 secondes de silence, c'est quand même affligeant. Enfin, Nicolas Hulot, ministre de la Transition énergétique, ou écologique plutôt, pardon, de 2017 à 2018, là la Commission lui demande s'il a lu un rapport qui recommandait la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, un rapport dont on dit qu'il a contribué à sa démission.
ESCI, et c'était le rapport Escata pour les spécialistes qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Nicolas Hulot, est-ce que vous avez lu ce rapport qui était important? Ce rapport, moi, il m'est pas parvenu en l'état. Hein? Si. Alors, Ah! Ah, putain! Mais sans déconner. comme je voudrais dire la vérité, je ne veux pas me tromper. Je voudrais dire la vérité parce que je vais peut-être aller en prison après quand les gens vont se réveiller. Donc, hein. Voilà, donc bon, ça mérite pas tellement de commentaires. Alors attention, on a l'impression de viser qu'une certaine époque. En réalité, Elisabeth Borne, cette semaine entendue, a aussi, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, a un petit peu cafouillé sur certains points. Et on sait qu'Emmanuel Macron lui-même a changé entre le début de son quinquennat et complètement, puisque quand il est arrivé, il a dit, c'était le 27 novembre 2018, la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il a dit on va arrêter 14 réacteurs d'ici 2035 et 4 et 6 d'ici 2030. Et après, évidemment, il a dit, c'était le discours de Belfort en février 2022, on va en relancer. La conclusion de tout ça, 3 mots, c'est évidemment un peu effrayant. Un peu effrayant, mais putain, mais c'est ce qui est effrayant, c'est les médias, c'est aussi. Hein. Et franchement, mais on voit que les politiques ont quand même une gestion du temps long qui est assez aléatoire et compliquée. C'est une gestion du temps long qui n'existe pas en fait. Voilà, c'est pas aléatoire, elle n'existe pas. Mais on va se rassurer, et pour ne pas jeter la pierre, on va dire 3 choses. 1, les éditorialistes se sont beaucoup trompés aussi, que l'opinion elle-même est assez versatile. L'opinion est versatile. Et que les Allemands ont probablement fait pire. Voilà. Ok, bon, voilà, c'est juste un truc de faux. Un truc de malade, je suis désolé, mais il faut que les gens réagissent, il faut que les gens se rendent compte de ça, c'est incroyable. Et donc ensuite, là, notre première ministre se trompe, pour tout connaisseur savait que l'électrification des usages fossiles allait conduire à augmenter la consommation d'électricité. Oui, tout connaisseur, ou même il suffit de réfléchir, quoi. Enfin, c'est 40 millions de voitures. RTE le savait et l'a sous-estimé volontairement. La question est pourquoi faire, pour qui? Donc là, ça, c'est le président de l'Assemblée. Et donc, qu'est-ce que c'est? Reconnaissant s'être trompé et avoir, avec RTE, minimisé les futurs besoins en électricité, la première ministre, Elisabeth Borne, estime qu'avoir commandé un scénario 100% renouvelable, pas soutenable, apporte au débat public. Qui se construisent notamment sur la base de scénarios de baisse de consommation électrique alors produits par RTE. Comment, au sein du ministère de l'Environnement, chargé de l'énergie, est-ce que vous recevez les scénarios de RTE? Dans les bilans prévisionnels d'RTE de l'époque, en lien sans doute avec les hypothèses de réduction, enfin de maîtrise de l'énergie, de réduction des consommations énergétiques, les bilans prévisionnels prévoyaient une évolution de la consommation d'électricité stable ou en baisse. Et du coup, effectivement... on a fait n'importe quoi. Bien qu'on a depuis complètement réévalué ces scénarios, en lien notamment avec l'électrification des usages. Et en plus, on voit qu'on est dans des domaines dans lesquels on peut aussi se tromper, comme... Mais c'est fou! C'est fou, putain! On peut aussi se tromper, mais ça fait 15 ans que vous vous trompez. Ah, mais en fait, ça me rend dingue parce qu'il faut imaginer que c'est quand même... C'est 12 points de PIB d'industrie. C'est maintenant la galère dans laquelle on est, la galère future dans laquelle on va être. C'est toute la base d'un pays, l'énergie. Et les gens, ils manifestent pour les retraites. Putain, mais ça me rend dingue. Désolé, c'est... Les prospectives de RTE, ou en tout cas le bilan prévisionnel, a pu se tromper. Donc je pense qu'on est dans un domaine dans lequel il est responsable d'examiner tous les scénarios pour permettre ensuite de faire les choix en toute connaissance de cause. Et je pense que le fait que cette étude ait pu être menée par RTE, montrant que d'un point de vue économique, comme d'un point de vue de sécurité d'approvisionnement, un scénario 100% renouvelable n'était pas soutenable. Dans le scénario 100%, donc on a mis que 50%. Voilà, ça faisait bien. Je pense que ça apporte au débat public. Et pour tous ceux qui pensent que le débat doit se faire sur la base de faits, c'est un élément important et utile. Énergétique avec une préoccupation.
hallucinant. Franchement, je ne vois... enfin, La protection énergétique. alors, Nicolas Hulot. Allez, ça y est, quelques passages de l'audition de Nicolas Hulot lors de la commission souveraineté, sa préoccupation. Protection de l'approvisionnement, indépendance, soutien aux ENR, sortie des fossiles, réduction nucléaire et surprise. Avec une préoccupation à la fois pour le développement des filières industrielles, la protection de l'approvisionnement et d'indépendance nationale, en revenant dans quelques secondes sur ce mot d'indépendance et de souveraineté, si vous me permettez, et donc en mettant la priorité sur la réduction de la demande d'énergie, en particulier l'énergie fossile, le soutien aux différentes formes d'énergie renouvelable, l'acceptation du gaz comme énergie de transition. Ça n'était pas évident à l'époque, et je nous félicite, je le dis, il n'y a pas grand-chose sur lequel je nous félicite, mais d'avoir pris l'initiative d'augmenter les capacités de stockage de gaz. Je pense que l'hiver que nous venons de passer, ou que nous sommes en train de passer, Pauvre mec. peut se réjouir d'avoir pris. Pauvre mec, la putain de sa race. Et tout ceci en faisant d'abord un état des lieux, mais attention, c'est le dogme, c'est important. La loi, il aurait fallu mettre en place un certain nombre de mesures d'une grande brutalité, socialement d'abord, et je pense qu'il nous aurait fait prendre un certain nombre de risques sur la sécurité d'approvisionnement, enfin sur la sûreté, et également sur la sûreté du mode de production, notamment dans le domaine du nucléaire. Donc il fallait remettre les choses à plat et essayer de faire un bilan, un point, ce que nous avons fait, sans, je le dis très sincèrement, sans aucun dogme, sans aucun a priori, en essayant de faire un état des lieux et en ayant une approche de la politique énergétique qui soit, j'allais dire, intégrale et transversale, en s'occupant autant de l'offre que de la demande. Et en ayant aussi, et c'est une conviction profonde, mais je pense que tous ceux qui se sont un peu intéressés à la politique énergétique partagent, que quel que soit le modèle énergétique de demain, pour le mettre en œuvre, et pour qu'il soit durable, le fer de lance, c'est la sobriété énergétique. Pauvre mec. Le mec, il a participé à la destruction de notre situation, à la destruction de ce qu'on avait, et il permet encore de donner des leçons, quoi. C'est vraiment hallucinant. Donc je peux pas tout regarder là parce que j'ai pas le temps, mais il y a tellement de... Enfin, allez-y, manifestez pour la retraite. Manifestez pour la retraite pendant qu'ils ont vendu notre pays. Ils sont encore au gouvernement parce que je suis désolé, c'est les mêmes que sous Hollande. C'est exactement les mêmes, sous Hollande ou même un peu avant. Et manifestez pour les retraites. Tout va bien. Voilà, regardez. On va continuer par rapport à ça. On va continuer. Donc il faudrait aller dans le détail parce que les commissions sont très longues. Il y a plein d'informations. Jospin, machin. On va bientôt avoir Hollande et Sarkozy. C'est une honte absolue. Je veux dire, les gens qui ont été élus, la France, faut pas s'étonner qu'elle parte à la dérive quand les mecs sont même pas capables de gérer un truc qui était déjà en place, qui suffisait d'améliorer. Hein, parce que c'est pas, il fallait prendre un plan comme De Gaulle qui a fait 50 réacteurs. Non, et Pompidou. Non, c'est pas ça. Il fallait maintenir et aller un peu plus loin et ne pas arrêter les projets, voir un peu ce qui était stylé comme le projet Phoenix, le projet Astrid. Regardez ce que c'est, 1500 ans d'indépendance. On aurait pu peut-être passer à l'électrique des voitures parce qu'on aurait fait encore 3 ou 4 réacteurs, voire un peu plus. Mais non, il fallait juste maintenir et d'accord. Et c'est ça qu'on a élu, quoi. C'est les mecs qui savent même pas gérer un truc qui existe. Et vous continuez de les élire. Et vous continuez de faire confiance à ces gens. Et vous manifestez pour la retraite. Je suis complètement atterré, quoi. Ce pays, vraiment, mais il mérite de mourir ou quoi, là? C'est quoi? Combien de temps ça va durer? On veut bien râler sur l'immigration, sur l'insécurité, mais l'insécurité, s'il y avait du boulot, il n'y aurait pas d'insécurité. Il n'y aurait pas besoin d'immigration. Si on avait plein de boulot et que les gens travaillaient sur des boulots stylés, on n'aurait pas besoin d'immigration ou un petit peu. Tout découle de ça, de gens totalement incompétents qui sont élus et on manifeste pour la retraite. Donc Éric Revel, la France aujourd'hui, le niveau, donc un autre article, Éric Revel, la France a aujourd'hui le niveau d'industrialisation le plus bas d'Europe, donc ça c'est la conséquence, hein, parce que s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de possibilité de faire des industries. Il y en a plein qui l'expliquent, en gros, mais si tu mets une usine, c'est 40% plus cher qu'en Allemagne et en Suisse, hein, pas en Chine et en Roumanie. Donc l'industrie, elle s'est complètement barrée et elle continue. Et on était dans les années 80, 70 à 70, je crois, à 25% d'industrie dans le PIB. Maintenant, on est à 9%. Là, on est au niveau de la Grèce.
J'ai rien contre les Grecs, mais bon, voilà, c'est pas la France, quoi. L'industrie française ne contribue plus qu'à 9% du PIB. On avait des industries et on a tout vendu. Donc là, lui aussi, pareil, mais c'est bien de râler. Bah, c'est bien de râler, mais en fait, vous avez pas râlé avant. Éric Revel, la France a aujourd'hui, nana. On a aujourd'hui le niveau d'industrialisation de la Grèce, l'industrie, nana. Donc qu'est-ce qu'il va dire? On avait des industries, on a tout vendu, regrette Éric Revel. Aujourd'hui, c'est journaliste à CNews dans Punchline. Bah oui, il y a des profiteurs de crise, ce que Pascal Delima appelle des effets d'aubaine, hein, ça c'est un terme économiste pour dire qu'il y en a qui tirent profit d'une situation compliquée pour les autres. C'est vrai. Bon, mais il y a aussi une part de réel qu'il faut quand même souligner, c'est que tous les coûts de production ont quand même augmenté pour les industriels. Pour les industriels. Il n'y a pas que le coût des matières premières. Le coût de l'énergie, Karim Zeribi parlait des conserves, c'est juste. Quand vous faites du métal, de l'acier ou du fer blanc, ben vous avez une facture qui a explosé. Bon, mais en fait, il y a aussi un jeu entre les distributeurs. Enfin, un jeu. J'emploie le mot qui est pas très adroit. Il y a aussi un je te tiens par la barbichette, c'est-à-dire que les distributeurs savent très bien que les produits ont besoin d'être référencés, si possible en tête de gondole pour bien se vendre, sinon leur chiffre d'affaires baisse. Donc il y a aussi un bras de fer, si vous voulez, dont les distributeurs essaient aussi de tirer profit de leur côté, parce que eux ils jouent aussi leur image de marque d'enseigne pas chère. Et puis, les réponses du gouvernement. Vous vous souvenez de ce panier anti-inflation? Alors oui, c'était sur la table. Vous en souvenez? Il y avait une vingtaine de produits dedans qui devaient être à taux très très bas, à prix très bas, qui devaient être fixés. Bon. Et c'en est où ce truc-là? C'en est nulle part, même si Olivier Grégoire explique que le dispositif est toujours sur la table. En fait, il devait être mis en place au mois de mars. Il est pour l'instant dans les nimbes de Bercy. Et puis surtout, il y a plein d'enseignes qui ont mis en place leur propre panier anti-inflation promo pour essayer de redorer leur image de marque. En réalité, on est en train de découvrir, oui, pour la fin de la souveraineté agricole française, on est en train de découvrir quoi? La fin de la souveraineté économique de notre pays. Non mais c'est vrai que c'est fou en fait, avec tous les sujets que j'ai dit, j'ai oublié l'agriculture, quoi. Putain, mais quel connard je suis. L'agriculture qui est quand même complètement en train d'être détruite aussi, et c'est... J'ai envie de chialer, putain. Notre pays, qui était un des pays les plus stylés du monde, on l'a détruit. On l'a laissé détruire par des fils de pute, putain. Ça me rend fou. L'agriculture, on est en train de la perdre complètement aussi. C'est complètement fou, ça aussi. C'est lié aussi à l'énergie. Bon, bien sûr, plutôt beaucoup plus à la concurrence et tout. Complètement dingue. On a parlé de la crise de l'énergie avec ce qui s'est passé sur le nucléaire. On parle maintenant de l'agriculture française qui était sans doute l'un des secteurs les plus forts de ce pays. On exportait, on continue à exporter. On avait des milliards d'euros d'excédents commerciaux. En fait, tout ça est en train de s'amoindrir. Donc c'est la situation, pardonnez-moi, je ne veux pas être catastrophiste, mais globale de la souveraineté. Un peu, vous êtes un peu catastrophiste. On est passé à 9%. On est en train de perdre notre souveraineté énergétique complètement. Mais pourquoi vous êtes catastrophique? Il y a les retraites. Et Palmade, attendez, je vais vous parler de Palmade. Souveraineté économique française qui est en train de péricliter sous nos yeux. Et à chaque fois, on découvre quoi? On découvre ça au profit d'une crise. La crise de la Covid nous a montré qu'on avait délocalisé des productions. Avec la crise actuelle sur l'alimentation, on découvre qu'on importe de la viande. On ne fait que découvrir des choses. Mais grossissant, en fait. En fait, il parle de qui, là? On ne fait que découvrir les choses. Il parle de qui? Tu parles des journalistes, en fait? Des journalistes qui font pas leur job depuis des années? C'est de ça que tu parles, monsieur Revel? Hein? Parce que les gens, ils le savent, hein, ils ont perdu leur emploi, ils connaissent des familles qui ont perdu leur emploi, ils connaissent des familles qui ont perdu leur exploitation, ils connaissent des familles qui paient des trucs d'électricité, je sais pas combien, ils connaissent des familles qui se font massacrer par l'immigration. C'est quoi? Comment? Voilà, mais en fait, on s'aperçoit, quel que soit le gouvernement, c'est pourtant leur job, que rien vraiment n'a vraiment été anticipé. Rien n'a été anticipé. Souvenez-vous, Laurence, de ce chiffre, moi, qui me tétanise. On a aujourd'hui le niveau d'industrialisation en Europe le plus faible avec la Grèce. Le PIB, l'industrie française ne contribue plus qu'à 9% du PIB français. 9%, c'est-à-dire le niveau de la Grèce. Je n'ai rien contre les amis grecs, mais on avait une industrie, on a vendu des marques, on a vendu des Alstom, on a vendu des Arcelor, on a vendu des Péchinet, on s'est désindustrialisé, et à partir des crises, oui, on se rend compte qu'on est nu comme le roi. Je suis désolé, mais donc on va terminer là-dessus. C'est complètement dingue. Je suis désolé, mais c'est la faute des journalistes aussi, énormément. L'opinion publique versatile. Si pendant toutes les 20 ans qui ont précédé, vous aviez dénoncé à plusieurs, puisque vous êtes beaucoup de journaux subventionnés, fait votre job avec nos sous,
dénoncer tout ça, très souvent, en une, et ben l'opinion, il serait au courant. Hein. Donc quand tu dis on découvre, c'est qui découvre? C'est les journalistes. Que vous avez la capacité de faire votre job. Et que maintenant c'est tellement évident. Et pourquoi on n'en a pas parlé pendant la présidentielle, par exemple, de tout ça? Le Covid, c'est le Covid qui a fait apparaître ça. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est sûr qu'on a pu mettre beaucoup de gens au télétravail, puisqu'en fait, il n'y a plus d'usine. Non, mais franchement, mais. Il faut faire. Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire là. Parce que c'est tout le niveau, toutes les élites, en fait, qui sont complètement à l'ouest, qui nous ont détruit notre pays. On se rend pas compte de l'héritage qu'on avait et qu'on aurait pu faire fructifier encore plus. Et là, ça la débandade en fait. On est face en fait à des branquignoles, des traîtres à la nation, des collabos, des gens qui travaillent pour l'étranger, qui ne travaillent pas pour la France, qui ne sont pas nos dirigeants en fait. Ce sont des dirigeants d'autres pays. Et les journalistes sont des journalistes d'un autre pays, enfin ou de rien du tout quoi. Enfin bon voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à faire monter toutes ces informations, parce que franchement, je veux dire, il faut vous intéresser à ça, il faut arrêter, là, c'est pas possible. Bon après, de toute façon, tout le monde s'en fout de ce sujet, parce que voilà, trop compliqué, machin, mais bon, c'est complètement hallucinant, je suis atterré, quoi. Et rien ne se passe, et on manifeste pour la retraite, voilà. C'est tout à fait bien, c'est bien, il faut manifester, c'est bien. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager cette information, à faire monter parce que c'est beaucoup trop important, c'est un des sujets les plus importants et voilà, en fait on n'en parle pas.